Il y a ces jeux qu'on a repérés qui nous font de l'œil depuis un moment, puis il y a ceux sur lesquels on tombe complètement par hasard, par exemple en se baladant sur les nombreuses pages des jeux en promo sur le Nintendo Shop. C'est ici que j'ai trouvé parmi eux un véritable trésor enfoui. Fetum Betula m'a tout de suite attiré par les quelques images au style PSA un peu glauque et bizarre qui ornaient l'annonce du jeu. Et après seulement quelques minutes de jeu, je me suis rendu compte que j'étais face à un jeu extrêmement atypique qui allait m'aspirer dans un terrier de lapin immense avec de nombreux mystères. J'ai séquencé la vidéo de manière à ce que ça corresponde à mon exploration, même si on peut faire le jeu en n'importe quel ordre selon ce qu'on y fait. Allez, on y va. On apparaît dans une sorte de salle bizarre qui ressemble à une église. En y entrant, on aperçoit une plante baignée dans un rayon de lumière perçant le plafond. Je suis resté coincé en cette salle quelques minutes, ne sachant que faire. Puis en restant immobile, un espèce de PNJ bizarre qui ressemble un peu à Cave dans Dark Souls 1 décide d'apparaître lentement et nous remet des flacons. Il nous explique ensuite que nous sommes libres de choisir la fin du monde grâce à ces flacons. La porte de derrière se déverrouille et on fait notre entrée dans ce nouveau monde. On apparaît dans une sorte de petite forêt sombre, l'ambiance y est lourde et étrange mais pas vraiment effrayant. En affichant une sauvegarde, on apprend que cet endroit se nomme Cherry Blossom. On tombe vite sur le premier véritable PNJ, un chat à l'allure étrange. Il a un air ahuri sans mourir de faim d'après son dialogue. Il n'en dit pas plus, alors on continue l'exploration. Ici on a le choix entre le sud et le nord. Alors on choisit d'explorer le nord. On y trouve un paisible étang avec une maison japonisante au milieu. Cette zone est vraiment calme et reposante, et contraste avec le malaise de la forêt où nous nous trouvions il y a quelques minutes. En regardant bien, on peut ramasser une épée plantée dans un arbre. C'est le premier objet sur lequel on tombe, on peut le ranger dans notre inventaire. L'intérieur de la maison est assez classique. Lit, bibliothèque, table et étagère avec diverses affaires. Mais il y a un détail assez troublant. Un cadre représentant un pêcheur qui semble mort à côté d'une carpe koi. Fetum Betula, c'est aussi ça, des éléments incongrus apparaissant subitement, renforçant le sentiment de malaise. A ce stade, on n'a toujours aucun but précis et on cherche encore quoi faire. En faisant le tour du lac, on trouve un bateau accroché avec une ficelle et surtout une canne à pêche qu'on prend avec nous après avoir détaché le bateau. On aperçoit également une tombe qu'on devine celle du pêcheur du tableau avec des inscriptions dessus. On se verra peut-être dans les rêves. Et il y a un lit dans la cabane. Mais pour le moment, on se concentre sur l'acquisition de la canne à pêche. Il y a des carpes au fond du lac, et miracle, la canne à pêche fonctionne. L'idée est de la donner au chat de la première zone, afin de voir si ça déclenche quelque chose. On donne alors le poisson au chat, et manifestement il le dévore. Il nous remercie et une espèce de marmite apparaît. Il nous dit qu'il nous renvoie à l'ascenseur pour notre geste, et qu'il faut qu'on prenne cette substance pour nos troubles. C'est là que prennent toute leur utilité les tubes que nous a donné le PNJ du début. Ils permettent de prélever les liquides. A partir de là, je me dis qu'on peut verser le contenu sur la plante du début, comme l'a suggéré le monstre du tunnel. Et là, c'est la fin du jeu. La fin du jeu s'ouvre sur des plans de la nature filmés de près et de façon maladroite, ponctués de messages énigmatiques. On y apprend qu'on a résolu beaucoup de soucis, mais subsistent les catastrophes causées par la nature et des horreurs fomentées par des petits groupes de personnes. Un parasite ne peut survivre sans son hôte, et la réciproque n'est pas vraie. Les racines de l'arbre pousseront jusqu'en enfer, et ses branches s'élèveront jusqu'au paradis. Bon, cette fin troublante, c'est la fin parasite.
Et j'ai bien dit là, car ce n'est qu'une des fins. En effet, après avoir fait un tour rapide sur internet, je vois qu'il y a en tout 10 fins. Celle-ci est donc la plus simple et la plus rapide à obtenir. On pourra revenir plus tard sur son sens. On commence donc à saisir le fonctionnement du jeu. Il faut obtenir d'autres liquides et les verser sur la plante avec les autres fins. Le but du jeu est clair, c'est toutes les trouver. Il faut donc trouver les PNJ et trouver les objets correspondants afin de débloquer de nouveaux événements amenant vers de nouvelles fins. Rapidement me vient une idée, j'ai pêché un deuxième poisson, la carpe qui est sur le tableau du pêcheur mort. En effet, si vous avez été attentif, vous aurez pu remarquer que ce poisson était également dans le lac. On peut imaginer que le pêcheur est mort de l'avoir mangé. Je fais donc le test avec le chat. Avec un bruit qui m'a fait sursauter, il meurt subitement. En interagissant avec son cadavre, la fiole se remplit de son sang, ce qui signifie une nouvelle fin. Cette fin s'ouvre sur un œil rouge très sautant. Nous sommes maudits, avec une tendance à la violence. Les gens sont faciles à tuer. Une nouvelle société persiste. Mais le sang ne cesse de couler en une rivière sans fin. Aucune structure sociétale ne peut être créée. Les gens ne parleront plus. Et chaque conflit se réglera d'un coup de couteau. La société ne s'en relèvera jamais. À ce stade, je vois pas quoi faire de plus au niveau de la cabane, donc je décide d'aller explorer la zone sud où on n'est toujours pas allé. Elle se présente comme une belle forêt en automne. On y aperçoit un puits, une cabane et un cours d'eau. C'est un endroit assez calme en apparence. En apparence seulement, car la musique ne va pas tarder à vous rappeler dans quel genre de jeu vous évoluez. Vers le puits, on trouve un bocal qui se range dans notre inventaire. Avant d'y plonger, allons voir la cabane. Il fait sombre, c'est étroit. Et il y a un squelette étrange éclairé à la bougie, avec de très longs membres. Il fait froid dans le dos. On peut interagir avec lui, et il nous raconte qu'il est immortel depuis si longtemps qu'il a oublié comment parler. Il s'est retrouvé piégé ici, sans pouvoir mourir, condamné à avoir une vie de souffrance sans fin. Je ne savais pas vraiment quoi faire avec ce squelette, puis j'ai repensé au poisson empoisonné, capable de tuer le chat. Ça vaut le coup d'essayer. Ça fonctionne, et on obtient son crâne dans l'inventaire. On se dirige vers le puits, toujours dans le but de trouver une nouvelle fin, et on se laisse tomber dedans. L'intérieur du puits est une petite bibliothèque habitée par un étrange magicien qui fume une espèce de longue pipe. Il nous informe que son but est de créer un être immortel, mais qu'il est coincé dans ses murs. Pour ça, il a besoin d'un crâne d'immortel, ça tombe bien, on vient de le trouver. Il nous demande ensuite ce qu'on va faire de notre immortalité. Lui, il compte écrire un livre pour sa mère s'il arrive à sortir d'ici. En récompense, une nouvelle jarre apparaît avec un liquide d'immortalité. Avant de quitter les lieux, je remarque une petite note décrivant l'utilité du bocal de verre trouvé plus haut, qui a la capacité de capturer une œuvre d'art appréciée par son ancien détenteur. Assez mystérieux comme message. Ça nous servira sûrement plus tard. La porte de sortie nous mène à l'église du début, et c'est parti pour cette nouvelle fin avec le liquide d'immortalité. À présent, plus personne ne meurt. Toutes les beautés de l'univers peuvent à présent être explorées. Les étoiles mortes peuvent être vues. Tous les secrets peuvent être découverts. Le sens perd de sa substance. Il ne subsiste plus rien, à part les immortels. Ils flottent dans le vide et oublient qui ils sont. Tous les problèmes sont résolus, sauf un. Être en vie.
C'est à présent la troisième fin, et on voit maintenant que chaque fin apparaît comme un concept philosophique ou comme une angoisse que le créateur du jeu a pu ressentir. La solitude, l'imposture, la colère. On reviendra sur ça en fin de vidéo. Pour le moment, voyons ce qu'il nous reste à découvrir. Je décide maintenant de retenter ma chance dans la cabane au milieu du lac. Rappelez-vous de la tombe qui disait on se voit en rêve? Eh bien j'ai découvert qu'en cliquant sur le lit, on est transporté dans un cauchemar qui est une réalité alternative de ce lieu. Je vous préviens, si vous êtes épileptique, passez ce segment car visuellement ça pique. Ce cauchemar est vraiment inquiétant, la musique est oppressante. Il y a des kanji blancs qui se répètent à l'infini sur le ciel et qui ne bougent pas. Il signifie la mort du boulot en japonais. La zone paraît complètement buggy ou glitchée et se reflète sur elle-même quand on se déplace, ce qui donne une impression assez malaisante. En faisant le tour de la cabane, on aperçoit un étrange PNJ accroché au toit qui ressemble à une sorte de lanterne lugubre. Il nous demande si on a vu une peinture aux alentours qu'il aimerait beaucoup revoir. Là, le lien était plutôt facile à faire. On repense à la description du bocal qu'on a trouvé et au tableau dans la vraie cabane. J'utilise le bocal sur le tableau, ça fonctionne, le tableau est emprisonné dedans, je m'empresse d'aller l'offrir au type du cauchemar en espérant débloquer une nouvelle fin. Il nous remercie, mais paraît déçu du tableau, il est ému dans ses souvenirs. Une jarre apparaît et donc un nouveau liquide, le liquid bone. Ce qui me donne une nouvelle fin, et ma préférée de toutes, la fin des squelettes. Un squelette danse sur un fond noir avec une petite musique. Globalement, tout le monde devient un squelette. Plus personne n'a d'yeux pour apprécier l'art, plus personne n'a de peau pour le toucher. J'aime beaucoup l'ambiance un peu décalée de cette fin et la musique marrante qui va avec. En continuant d'explorer le cauchemar, qui est finalement une version renégade de Cherry Blossom, on peut apercevoir la porte de pendu près de la tombe du pêcheur. Après lecture de la pierre tombale, évidemment je la coupe avec l'épée. Ce qui a pour effet de faire apparaître ce curieux personnage, avec une main à la place de la tête, qui ressemble à une espèce de dieu maléfique ou de yokai japonais. Il nous apprend qu'il était un homme autrefois et qu'un poisson dangereux a causé sa perte. C'est donc le pêcheur du tableau. Il nous apprend que sa chair peut tuer un immortel. Là, je me rends compte que j'ai pas fait le jeu dans le bon sens et que j'aurais dû commencer par le cauchemar au lieu de tenter des trucs au hasard, mais bon. Il nous demande ensuite de l'état corrompre le futur, car son ennui est infini. Il nous demande donc de tuer la plante, symbole de la vie. Il veut nous sauver de l'ennui de l'éternité. Il nous donne un fruit et nous dit de le nourrir avec le sang d'un animal. Ça tombe bien, on sait où trouver un animal. Avant de partir faire notre sombre affaire, je fais le tour du lac quand un objet étrange attire mon attention. En s'approchant, l'objet prend la forme d'un polygone avec les parties du visage d'un homme. Il nous dit « Mon existence est impossible ». Sûrement un easter egg creepy fait avec le visage du développeur du jeu. Bref. Une fois devant ce pauvre chat qui ne demande qu'à vivre, je lui donne le fruit. Ce qui le fait encore mourir. En utilisant les fioles, on obtient du poison. On fait le chemin habituel. On lance la fin, en s'attendant pas à quelque chose d'heureux vu le nom du liquide. Cette fin nous décrit le néant. Il n'y a rien, plus rien. Plus personne pour voir ce que l'on a causé. Plus de bouche pour parler. Plus d'oreilles pour entendre le bruit assourdissant du silence. L'histoire a été complètement rasée. Le seul être vivant est hors de ce jeu, qu'on oubliera de toute façon, car la mort s'occupe de toute chose. À partir de là, je sais plus vraiment quoi faire pour trouver des fins. J'ai beaucoup exploré sans rien trouver de neuf, j'ai trouvé un poisson transparent dans le cauchemar, je vais tester sur le chat, mais il devient transparent lui aussi, et nous demande ce qu'on lui a fait, mais ça déclenche rien de plus.
Mais dans la forêt automnale, j'ai raté une note, qui disait qu'on peut faire grandir la plante à côté de nous avec un mélange de baume liquide et de sang de bête. Une fois les deux rassemblés, la plante grandit et nous donne accès à une autre partie de la map, inaccessible jusqu'à alors. Ce passage débouche sur une église, fermée pour le moment. À ce stade, je suis un peu frustré, car je pense avoir fait toute la map, qui est finalement petite, mais je ne trouve pas d'autres endroits à explorer ou d'autres PNJ, donc pas de nouvelle fin. J'essaye de glitcher un peu partout, mais rien ne fonctionne. Je savais bien qu'il y avait d'autres endroits non découverts, car j'ai vu la bande-annonce du jeu, et j'y ai vu un PNJ en scaphandre sur une espèce d'île. À force de tenter n'importe quoi, je me rends compte qu'à Cherry Blossom, je peux monter sur une butte où je n'étais jamais allé avant. À ce moment, j'ai cru revivre, car j'avais trouvé une nouvelle zone qui s'est révélée être celle que j'avais vue dans le trailer du jeu. Cette zone tranche avec le reste du jeu. C'est un îlot de verdure, avec un palmier, des mouettes, et une espèce de petite structure conçue pour se reposer à l'ombre. Il y a aussi le fameux PNJ scaphandre, face à la mer, qui semble paisiblement admirer l'horizon. Il nous dit que la mer est belle, qu'il trouve sa couleur parfaite. Il nous demande ensuite de ne rien mettre dedans pour ne pas l'altérer. Évidemment, c'est ce que j'ai fait avec différentes combinaisons, mais à part le mutisme du personnage et sa colère, ça n'a rien créé. Au final, j'étais même assez réticent à troubler sa tranquillité. Il y a également un ponton sur l'île qui mène un drôle de sous-marin. On s'y engouffre et il nous conduit sous l'eau. L'endroit est assez angoissant et sombre. On y croise un étrange PNJ qui s'est fait embétonner et qui est coincé au fond de l'eau. Il a des bras immenses, semblables à des algues, et un très long cou. Il nous dit qu'il est coincé là, et qu'il y a sûrement quelque chose derrière le grand mur d'algues. Il y a également une église sous-marine, avec dedans une clé qu'on prend. Et ça me fait tout de suite penser à l'église Yo qui a été fermée. Alors je remonte, et miracle, la porte s'ouvre sur un petit intérieur rempli de tonneaux qui contiennent du vin. Enfin une nouvelle fin est à notre portée. Ça déclenche une fin religieuse assez bizarre. Tout le monde est trop sous du vin pour s'en rendre compte. Endormi par le vin, mais également par les mots d'un prêcheur. La mort n'est pas invitée, mais elle vient quand même. Tout en ayant fait le chemin pour la fin du vin, j'ai eu une idée et j'ai testé la fiole sur la plante qu'on a fait grandir afin de créer un passage. Ça a fonctionné, et elle a donné un liquide appelé Plant Growth. Ça peut laisser entendre une fin un peu plus joyeuse cette fois-ci. C'est finalement la pire fin possible. L'œil, symbole omniprésent dans le jeu, grandit sur fond rouge. On y apprend que la plante a muté et développé un appétit grandissant. Un culte s'est formé pour le servir, les gens sont pris au hasard afin d'être sacrifiés, et se rebeller causera votre perte. Nourrissez-le. Il est temps de retourner dans les flots sombres de Fatou Metoula, car je me doute que j'ai pas tout trouvé dans cette zone. En passant près de l'église sous-marine une énième fois, j'ai entendu une musique étrange, presque biblique. En y entrant, on tombe sur ça. On y voit une photo d'un bébé, entouré d'auréoles dorées, et un œil menaçant. C'est sûrement la chose la plus creepy du jeu. J'ai essayé d'y chercher un sens, en vain. En y retournant plus tard, cet étrange événement avait cessé.
À ce moment, je verse tous les contenus que j'ai en ma possession dans la mer. Sang, vin, bonne liquide, afin de voir si ça apporte des changements. Et ce n'est qu'en utilisant l'huile donnée par le chat dans la mer que quelque chose s'est passé. Le mur d'algues s'efface en partie, on peut alors passer à travers, mais il n'y a que du vide. En se laissant tomber, on atterrit dans une zone étrange qu'on croirait sortie d'un autre jeu. Cette zone se présente sous la forme d'une résidence pavillonnaire qui se répète à l'infini et qui fait penser à un liminal space. En entrant dans une maison au hasard, qui de toute façon sont toutes identiques, on trouve une femme faisant la vaisselle dans la cuisine, une télé allumée, une radio fredonnant quelques paroles. La femme nous appelle mon enfant et nous dit de prendre soin de la plante que l'on a dans notre chambre. Peut-être sommes-nous dans la psyché du personnage et revivons-nous son enfance déformée par ses peurs. Peut-être que la plante dans notre chambre est la même que celle du jeu. Je décide alors d'interagir avec la télé, et là, une image effrayante en noir et blanc d'un homme décapité apparaît à l'écran. Un monologue étrange se lance, empreint de paranoïa et de malaise. Il nous conseille de mourir, avec des rires horribles en fond. Il nous conseille également d'acheter un pistolet et de faire des choses horribles pour de l'argent. Ça fait froid dans le dos. Bon. En montant à l'étage, on peut poursuivre dans un couloir étroit et étrange, et on débouche dans une pièce identique à la précédente, mais il s'y trouve un enfant. Cet enfant regarde la télé, et il a une caméra à la place de la tête. Cette fois, la télé dit « Tu ressembles à ton père ». J'essaie différentes combinaisons d'objets sur l'enfant, mais rien ne se passe. Jusqu'à que j'utilise l'épée. En activant la fiole, son contenu se décrit comme notre propre sang. Est-ce que je viens de tuer ma propre enfance ? Le jeu s'adresse directement à nous, à travers un texte sur fond de gratte-ciel et monde moderne. On a été élevé comme un produit du monde. Il ne nous blâme pas, malgré que j'ai tué mon enfance. À ce stade de l'exploration, il ne doit plus rester beaucoup de faim. Et je me dis qu'il y a encore à creuser dans la zone pavillonnaire angoissante. Je commence à marcher le plus loin possible, mais les maisons se répètent encore et encore à l'infini. Néanmoins, on capte des sons de radio distordus et concis lors de notre marche. Enfin, un espèce de gros bâtiment étrange surgit de l'horizon. Il est d'un blanc brillant et tout en angle et est relié aux maisons. À l'intérieur, c'est vraiment étrange. On aperçoit un homme tapé à l'ordinateur, et il y a comme un sas de décontamination, et l'ensemble fait penser à une sorte de petit labo. En passant le sas, voilà ce qu'il se produit. L'homme a disparu. On peut jeter un œil à son ordi qu'il utilise manifestement comme journal intime. Il nous apprend que les habitants le traitent comme un virus, nous explique que la femme à l'intérieur de la maison l'a violemment mordu, et qu'il commence à perdre la boule. Il se sent malade à la suite de cette blessure, et se place donc en quarantaine dans cet étrange bâtiment. En poursuivant la lecture, il rend compte de choses qui n'ont pas de sens, comme si la réalité était distordue. Il prend finalement conscience d'être dans un jeu vidéo, il utilise des termes comme script, not DNA. On comprend donc qu'il a conscience d'être dans un jeu vidéo. Mais qui est ce personnage mystérieux et conscient d'être dans un jeu ? On n'a pas vraiment d'éléments de réponse. Il y a également une radio émettant un bruit bizarre faisant penser à des ondes aliens,
et un tableau avec le symbole de l'œil relié à toutes sortes d'objets du jeu. Le personnage mystérieux ici a sûrement fait une fixette sur les événements du jeu et a essayé d'y trouver un sens en vain. Il y a également des boîtes de soupe à la tomate disposées un peu partout, évidemment on utilise les fioles dessus. Encore une fin assez déroutante. La boîte de soupe à la tomate tourne devant nous. À présent, tout le monde a compris que rien n'est réel ici. La boîte de tomates se dégrade pour au final redevenir la forme de base qu'elle était lors de la conception du jeu. Nous ne sommes que des polygones, et ceci n'est que du texte sur un écran. La réalité est importante, ne la perds pas de vue. Sors de chez toi, profite du monde extérieur. À présent, j'avais plus aucune idée de comment trouver les fins restantes. Alors j'ai opté pour la technique qui m'a apporté du succès la dernière fois. Tenter de grimper partout pour trouver une entrée secrète. Étonnamment, c'est venu assez vite, et je me suis retrouvé dans un endroit corrompu. Voyez par vous-même. On est enfermé dans un cube avec des numéros sur ses faces. Au bout de ce cube nous attend un nouveau cube à l'allure informatique, et au centre encore un nouveau cube. Sur ses faces, une nouvelle fois le visage du créateur du jeu. Et ce qu'il a à nous dire est intéressant, puisqu'il casse complètement le quatrième mur. Et nous dit bienvenue sur le port Switch et qu'il espère qu'on a aimé le jeu. Il nous livre alors le sens du jeu. Il a voulu capturer le sentiment d'explorer un monde étrange quand on est enfant. Ça explique selon moi beaucoup de choses. Des concepts simples, des personnages linéaires, saupoudrés d'une dose de creepy et d'étrangeté. Il nous apprend également qu'il y a une fin basée sur la chance et l'aléatoire derrière l'église. Il nous dit ensuite de parler à un ami derrière nous qui va nous sortir de là. Cet ami, c'est cet inquiétant squelette mauve qui nous enjoint de sortir. Mais avant, on peut avoir un nouveau liquide en appliquant la fiole sur le cube. Ça donne ce que j'appelle la fin informatique. Alright, hey. I'm the developer of the game. I've never done anything like this before around here. Yeah, so this was before I found out that Modus actually made some shaders for the caustics on the walls, so I just... Elle nous offre une fin assez longue, où le créateur du jeu nous montre un logiciel, où il a créé les jeux. Il nous montre des dossiers, des éléments qu'il a finalement enlevés, des features, etc. Of course, we have our friend back here. Cette fin apparaît un peu comme la fin ultime, comme la véritable récompense pour les personnes qui sont fans du jeu et qui ont passé des heures à chercher toutes les fins. There's a fountain. I put a fountain in the game. We can take a little look at it in game, of course. Look at that. Il nous reste à présent la dernière fin à trouver, celle basée sur la RNG. Alors j'ai tenté plein de choses stupides derrière l'église, mais rien n'a fonctionné. Mais mon envie de l'obtenir était trop forte, donc j'ai fini par aller voir la solution. Il fallait faire grandir la plante pour accéder à l'église, donc Liquid Bone plus Beast Blood, puis prendre la clé au fond de l'océan, ouvrir l'église, se rendre derrière cette dernière en espérant qu'une lune apparaisse. Il faut donc jouer avec les sauvegardes et recommencer jusqu'à ce que la lune apparaisse, avant d'interagir avec elle. J'ai mis une bonne dizaine d'essais à réussir. Quand la lune descend, on peut interagir avec. Et on se retrouve alors à l'intérieur. On y trouve un très grand espace, il y a un escalier, et quand on le gravit, le visage de ceux qui semblent être le dieu de ce monde.
Lui aussi brise le quatrième mur. Il nous dit littéralement qu'il est Dieu, et qu'il a créé ce monde, et que nous sommes chanceux d'être le seul être doté d'un libre arbitre. Il nous confirme ensuite que le destin de cette contrée est entre nos mains. Il nous appelle Kid, et sous-entend qu'à travers notre expérience de jeu, on a fini par rendre tout cela réel. J'aime beaucoup ce passage, qui pour moi signifie qu'on s'approprie un jeu en y jouant, et que son univers finit par devenir le nôtre. Derrière lui, apparaît alors une cascade colorée. On peut remplir sa fiole et débloquer la dernière fin. La fin qui se déclenche est dans la même veine que son discours. Elle nous dit que bien que les personnages ne s'en soient pas rendus compte, leur vie factice est dictée par le destin. Mais que nous avons trouvé la vérité dans le cosmos. Désormais, ce monde devient réel. Les personnages le deviennent donc aussi, et commencent à penser par eux-mêmes. Ils nous appartiennent à nous, et à nous seuls, de décider de la suite des événements. J'aime beaucoup ce passage et cette fin, qui pour moi signifie qu'on s'approprie le jeu en y jouant, et que son univers finit par devenir le nôtre, et vivre à travers nous. Initialement, je voulais faire une interview du créateur du jeu pour en savoir plus. Mais finalement, toutes les clés sont là, tout est donné. Il a voulu recréer le sentiment qu'on a en découvrant un nouveau monde en tant qu'enfant, et je trouve ça vraiment très réussi. À présent, on peut s'attarder un peu sur les différentes fins. Il est évident qu'elles ont toutes une signification particulière. Critique de la religion, de la violence humaine, peur du néant, évocation du suicide, ou encore les peurs enfantines. Tous ces thèmes lourds sont abordés avec doigté par Fatoum Betoula, et parfois avec humour. Fatoum Betoula est un cauchemar d'enfant. Parents absents, un monde effrayant, des secrets enfouis. Et il en va de même avec les PNJ, qui ont tous des caractéristiques différentes, et le jeu en joue. Le chat n'est pas agressif, mais on se voit obligé de le tuer. Le monde peut être injuste pour les gentils. Le magicien, quant à lui, est une sorte de sage qui a été enfermé dans la bibliothèque à cause de ses différentes expérimentations, comme une science hors de contrôle qui s'affranchit de toute morale. Le PNJ scaphandre représente pour moi la tranquillité et le calme. Il s'apprécie les choses simples de la vie, comme admirer la mer inlassablement. Encore une fois, on se retrouve forcé de le contrarier en polluant la mer. Le yokai du rêve, quant à lui, représente le cauchemar en lui-même et la vengeance en voulant détruire le monde qui lui a pris la vie. Pour le PNJ lanterne, il renvoie à l'idée que le matériel n'est pas si important qu'on ne le pense, et que les souvenirs peuvent embellir parfois le passé. Peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est mon ressenti sur le jeu. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de messages. Les gens qui ont vécu des traumas y verront peut-être davantage à travers toute la symbolique déployée par le jeu. Au final, Fatoum Betoula m'a offert une véritable quête d'exploration et de sens, comme j'ai rarement eu l'occasion d'expérimenter. Ce style volontairement dégradé, cubique et tout en polygone m'a rendu nostalgique d'une époque du jeu vidéo que j'ai pas connue. Il y a dans Fatoum Betoula une poésie étrange, une beauté nostalgique, cachée derrière une sensation de malaise apparent. Il y a quelque chose de très fort qui s'en dégage et je l'oublierai jamais. Et je vous conseille vivement d'en faire l'expérience. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse en espérant que vous ayez apprécié ce moment passé avec moi. Il y aura d'autres vidéos dans le style qui vont sortir, alors abonnez-vous pour pas les rater. Salut!